Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc congolais principal de devises étrangères? La parité franc congolais principal de devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2832,6332 francs congolais. 1 euro équivaut à 3040,1593 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,6347 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 155,2670 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2850 francs congolais, 1 euro vaut 2872 francs congolais et 1 franc CFA vaut 3,7 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré encore une baisse. Elle coûte 9425,85 $ américains contre 9566,77 $ américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a encore enregistré une baisse. Il revient à 26 805 $ américains contre 26 845 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2326,40 $ américains contre 2323,95 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 80,64 $ américains contre 78,45 $ américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 9 659 $ américains contre 9 910 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est un programme d'action évalué à 92 milliards de dollars américains, environ 93 milliards de dollars en 5 ans. Ce programme est-il réaliste? Jeudi Économie reçoit pour vous le président du conseil d'administration de l'ODEP, Observatoire de la dépense publique, Monsieur Florimond Mouteba, bonjour. Bonjour Eric. Le programme d'action du gouvernement souminois a été bien élaboré, oui ou non? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Nous allons essayer d'éclairer un peu l'opinion. Quand vous regardez les sous-bassements du programme, on vous cite par exemple qu'on s'est basé sur les travaux préparatoires du plan. Ça veut dire un plan qui n'est pas encore approuvé, dont les travaux ne sont pas finis. Du PNSD 2024-2028. PNSD 2024-2028. Pour faire parler des 5 ans, n'est-ce pas? Encore le budget 2024 ici, la loi de finances en cours, et les cadres de dépenses à moyen terme en cours, donc 2024, 25, 26, en cours, ont été élaborés sans la référence au PNSD. Quand on fait un programme du gouvernement, ils s'accrochent à quelque chose. Lorsque les ministères proposent leur programme à eux, ils s'accrochent toujours à un document de référence qui est le plan. Parce que c'est le plan qui montre dans 5 ans qu'est-ce que va être le Congo. Et dans 5 ans, chaque secteur aussi démontre que voilà, ma contribution, ça sera ça. Et donc, pour pouvoir contribuer à réussir les indicateurs du plan. Parce que le plan montre quel est le pas que le pays va faire dans 5 ans et avec des indicateurs. Donc en termes de réduction du chômage, en termes de transformations des structures de l'économie nationale. C'est un programme stratégique pour le développement.
Oui, le plan national stratégique pour le développement. C'est-à-dire ces plans, on l'a exécuté jusqu'à... Le premier, c'est jusqu'à fin 2023. À partir de janvier 2024, nous n'avons plus... On n'a pas de boussole. Nous n'avons pas de boussole. Il y a eu des travaux préparatoires de ce PNSD. Mais il parle de travaux... Oui, mais ce programme s'est appuyé sur ces travaux préparatoires et qui ont mis en place des lignes directrices pour mais est-ce le qu'elles développement ont du Congo été officiellement approuvées par le Conseil des ministres? C'est encore des travaux préparatoires. Mais ce sont les experts qui connaissent la gestion de la Respublica qui ont fait ce programme préparatoire. Tel que c'est envisagé, les travaux, on a pris quelques experts pour qu'ils puissent donc adapter, donc faire une sorte de mise à jour par rapport au plan passé. Je considère d'abord que le plan passé était fait sans implication de la population. Vous vous rappelez à l'époque du DCRP, en fait, de document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Voilà, on avait fait avec moi-même, j'ai participé comme formateur pour l'implication des parties prenantes au DCRP, et c'était dans toute la République. On a consulté la population. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûtait? D'abord, j'avais déjà reproché ça pour le plan passé. Et pour celui-ci, c'est pire même. Personne n'entend parler. C'est un petit que je connais. C'est d'ailleurs le ministre de l'économie actuel qui coordonne les travaux. C'est lui qui était désigné pour coordonner ces travaux au ministère du Plan. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fini. On ne peut pas partir sur un projet qui n'est pas approuvé, qui est contestable, etc. pour dire nous allons mais on peut améliorer ce programme. On peut s'appuyer sur le programme pour l'améliorer. Mais justement, on n'est pas obligé de descendre sur le terrain pour recueillir les populations. Ça, c'est mon point de vue. Je considère que la partie diagnostic du plan doit impliquer les points de vue des populations. Alors, on pouvait commencer par les 145 territoires, impliquer la population, demander leur contribution au diagnostic, parce que tout ce qu'on veut, nous, dans nos bureaux à Kinshasa, ça ne correspond pas toujours nécessairement aux besoins de la population, aux réflexions et à l'élaboration de politiques. On aurait dû d'abord finaliser le PNSD avant d'élaborer un programme d'action du gouvernement? Oui. Considérons alors que c'est un programme provisoire et que lorsque le PNSD sera terminé, on pourra les réadapter. Un programme d'action évalué à 92,9 milliards, près de 93 milliards de dollars en 5 ans, c'est réaliste? Bon, je dirais que pour que cela soit possible, il faut se dire que nous allons mobiliser environ 18,5 milliards par an. Jusqu'ici, on n'est jamais arrivé même à 16 milliards, jamais. Vous voyez, on dit on va faire 16 milliards, à la fin on est dans les 10, 11 ou même moins que ça. Mais on peut y arriver. On ne peut y arriver que s'il y a des signes de Mme Soumina. Des signes pour dire je vais lutter contre la corruption. Je vais lutter contre les détournements, etc. Donc c'est faisable. Donc on peut atteindre 18 milliards. C'est faisable, mais à condition qu'il y ait des signes pour dire on va lutter contre la corruption, on va lutter contre l'impunité, on va lutter contre les détournements, mais ces signaux sont-ils? Quels signaux Par exemple, nous voulons que le procès Kazadi avance. Que ça aille vite, qu'on voit. Le procès sur les lampadaires et les fourrages. Mais il est encore présumé innocent en temps. Qu'on avance et que, pour dire, nous ne voulons pas l'impunité, je parle de lui parce que c'est les cas les plus flagrants pour l'instant. S'il est innocent, bon, que les tribunaux l'innocentent. S'il ne l'est pas, au moins, on dira, tiens, Madame Soumouna, oh là là, mais elle, il ne faut pas jouer. Hein. Et ça va faire peur aux autres. Et ça peut nous permettre de protéger les recettes, les moyens qui vont donc il faut à ce stade bonifier le travail que fait l'IGF, appuyer davantage au niveau de la justice. Absolument, appuyer pour que vous voyez des gens qui ont eu des problèmes de détournement dans la Gécamine, les Mutombo qui étaient gouverneurs, Yuma et autres, ces gens-là, les dossiers à traîner jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il est déjà en justice? À ce stade, on a la capacité de mobiliser plus de 18 milliards, 20 milliards de dollars. Oui, on peut. On a la capacité. On peut, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que il y a toute cette culture d'impunité, cette espèce de complicité entre les différentes parties prenantes au projet public, n'est-ce pas? Regardez un peu cette histoire de 400 000 dollars pour un forage qui coûte, tout le monde a dit, ça va entre 2 000 et peut-être 20 000 dollars. Donc vous voyez les manques à gagner. Si vous prenez 400 000, ça fait 380 000, mais qui allait partir où? De l'approche des individus. Exactement. Mais si on ne stoppe pas ça, nous n'aurons pas les 18 milliards.
Ça sera encore un vœu pieux. En 2022, il y a eu excédent budgétaire, donc les choses s'étaient bien déroulées, même si l'affectation a posé quelques problèmes. Il y a eu excédent budgétaire en 2022. C'est la seule année, oui, où il y a eu excédent, parce que on venait de prévisions et de réalisations très basses. Je crois qu'on est aux alentours de 4-5 milliards. Et donc, on a fait un excédent. C'est très bien. Maintenant, le problème, c'est la rationalité de la dépense. Comment ça a été dépensé? Il faut vous rappeler, c'est l'année 2022 où Nicolas Kazadi, devant le Parlement, présente la loi donc, sur la réduction des comptes et annonce qu'on était à peu près à 33 ministères et institutions qui étaient en dépassement budgétaire. Ouais, c'est l'année 2022. Vous voyez donc, d'un côté, on mobilise, de l'autre côté, on dépense dans un désordre total. Donc, quand les recettes sont bien mobilisées, la dépense doit être rationnelle. C'est pas pour rien que l'ODEP s'appelle Observatoire de la dépense publique, parce que nous savons quelle est l'importance de la rationalité de la dépense. Avec l'argent de l'État, on peut faire beaucoup de choses. On peut même investir, on n'a pas besoin d'aller demander à des étrangers. Bon, nous avons besoin de 40 millions pour construire une l'Union européenne, la BAD. Vous voyez, par exemple, pour parler de l'Union européenne, l'Union européenne je crois que c'est un dossier sur lequel on va peut-être venir après, le dossier de la crise humanitaire. Absolument, oui. 35 millions d'euros. Mais nous avons calculé les besoins humanitaires à 3 milliards. 3 milliards en partant d'une base qu'on donne à chaque sinistré $2 par jour. Est-ce que c'est trop? Non. Quand vous prenez $2 par jour, multiplié par le mois, par l'année, et vous avez ce qu'on devrait donner à chaque sinistré. Vous voyez, si on était capable non seulement de mobiliser davantage, mais aussi de tenir compte de la rationalité de la dépense et d'éviter les fautes de gestion, que sont les dépassements budgétaires, etc. Vous voyez les théâtres qu'il y a à l'Assemblée nationale. Allez, si vraiment ils ont la volonté de nous ramener à $5,000 par député, tout compris, bravo, mais qu'on aille faire une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Un collectif budgétaire. On rectifie le budget. Voilà. Il suffit d'appeler une session extraordinaire. Le gain, ça va permettre de diminuer la souffrance des Congolais? Ça va diminuer la souffrance. De quelle manière? 500 députés, on a autant de millions de Congolais qui souffrent. Non, les députés, c'est un corps. Mais tous les autres, les gouvernements, tous ces frais spéciaux d'intervention qui sont dans les budgets, qui sont parfois exécutés avec des dépassements de 500, 1000 et quelques %, on gère de manière à faire des économies. On met fin au dépassement budgétaire. Parce que vous voyez, pour revenir au budget humanitaire, pour les 4 années, on avait voté des crédits de 190 et quelques millions de dollars. Vous voyez, c'est déjà en dessous d'un budget, par exemple, de la présidence d'une seule année. C'est déjà ça. Combien on a débloqué? Combien on a libéré? 19%. On doit réduire le train de vie des institutions de manière sérieuse. Il faut réduire le train de vie des institutions et d'ailleurs, considérer que la guerre à l'Est, c'est la priorité des priorités. La guerre à l'Est, il y a ces deux aspects de la guerre à l'Est. Vous avez on va y revenir par rapport aux 5 engagements du président de la République. Ouais. Mais moi, je voulais vous poser la question par rapport aux économies qu'on peut réaliser en faisant des coupes sur salaire, etc. Ouais. Mais il y a eu cette polémique sur le salaire des députés. On va peut-être ouvrir et refermer la parenthèse. 10 000, 5 000 $. Vous avez dit que dans le budget en cours, en exercice, les députés touchent 9 000 $. Éric, vous connaissez l'ODEP. Ça fait des années que nous faisons ce travail. Nous ne nous permettons pas d'aller avancer des chiffres que nous n'avons pas vus dans la loi des finances. Jamais on le fait. Et ce n'est pas maintenant qu'on va le faire. Au début, tout le monde parlait de 33 000 $. 21 Pour l'exercice 2024, on a parlé de 33 000 $. Voilà. Alors nous, on s'est dit non, mais attendez, nous devons réagir. Nous devons éclairer quand même l'opinion. Nous sommes quand même l'observatoire de la dépense publique. Nous avons réuni en 2 ou 3 jours un groupe d'experts de l'ODEP. J'ai dit, épluchez-moi le budget. Les lois de finances. Ils ont regardé les lois de finances. Et on a sorti le communiqué où nous précisions que le salaire du député est de 9 000. Nous n'avons pas dit 33. Si on n'a pas été malhonnête pour dire non, on a dit le salaire est de 9 000 $ pour les députés, de 11, le salaire de base, et de 11 000 pour les sénateurs. Mais maintenant, d'où peuvent venir les 21 ou les 33 et autres? Ce sont les primes, ce sont les à côté. Je n'ai pas dit que c'est des à côté illégaux.
c'est des frais d'émission, des primes pour tel travail en commission. Il y a plein de mais ce qui est normal, le paiement des travaux en commission, ça c'est normal. Payer une prime pour ceux qui travaillent en commission, c'est normal. C'est normal, mais maintenant il faut voir c'est quel niveau pour que ça puisse comme ça atteindre jusqu'à 21 000. Nous avons suivi un député MLC qui était en train de faire pratiquement une sorte de confession. Lui parlait des 18 000. Et la population a crié pour dire non, c'est trop. Ouais. Donc c'est dire qu'il ne s'agit pas ici de venir dire, comme quelqu'un de la rue, en ignorant ce qu'est une loi de finances, que non, nous avons décidé, mais vous qui? Les bureaux de l'Assemblée nationale? Non. Le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont des dotations. Ouais. Dans le budget, c'est une dotation qu'on réserve au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République, et ainsi de suite, aux grandes institutions. Ce sont des crédits qui sont donnés. Alors, ça veut dire que c'est à eux de gérer ce qui leur est donné. Ça veut dire que si un député a 9 000 $, ça veut dire ici, ils ont globalement, mettons, on cherche un chiffre, mettons globalement, si l'Assemblée nationale a par exemple une dotation de 300 millions de dollars, prenons un exemple, dans cette dotation, il y a les émoluments qui sont programmés, le reste, l'institution s'organise. Pourquoi est-ce que ça doit gêner? Non. Les crédits qui sont votés et donnés dans le budget, pour les changer, une ligne budgétaire. Mais là, on ne change pas, c'est une dotation. La dotation, dans la dotation, tout est prévu. Les FCF, fonds secrets d'intervention, fonds secrets de recherche. Pour les frais secrets de recherche et les fonds spéciaux, évidemment, il faut les gérer, mais correctement. Moi, je reviens d'abord sur les salaires. Les chiffres des salaires des députés et des sénateurs ne peuvent pas se changer par un discours comme ça devant l'Assemblée nationale. Non. Pour changer une ligne budgétaire, il faut un collectif budgétaire. La loi des finances, c'est une loi. Vous ne pouvez pas toucher à la loi des finances pour augmenter ou réduire $1 sans qu'il y ait eu un collectif budgétaire. Ça, c'est la règle. Il faut une loi rectificative du budget. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on avait reproché au programme de 100 jours. Le programme de 100 jours est arrivé et on a commencé à exécuter un budget d'à peu près 500 millions de $, alors qu'il était possible de faire un collectif budgétaire. Le président de l'Assemblée a dit que les députés ne touchaient pas 9 000 $, ils touchaient 5 000 $. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Allez, prenez la loi de finances, mettez-la sur la table. Vous avez vu, plusieurs organisations sont intervenues. Si on doit parler de leur salaire, du fait des primes, etc., mais il faut déterminer ces primes. Si on dit... C'est opaque. Les primes sont gérées d'une manière opaque. Donc vous ne pouvez pas aussi aujourd'hui aller, et pour quelles raisons nous ne savons pas, mais vous allez aujourd'hui, de raisons de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui à la comptabilité de l'Assemblée nationale et on va vous montrer la comptabilité de la gestion des fonds secrets de recherche et des fonds spéciaux de travail. Vous n'aurez pas. Allez à la présidence de la République, c'est considéré comme des caisses noires dans lesquelles il faut... Mais ça existe partout, dans tous les pays du monde, il y a des fonds secrets de recherche. Bon, attendez. Vous savez, il y a un pays que je connais très bien, c'est la France, parce que j'ai vécu longtemps et ma famille y est toujours. Vous savez, les députés sont dans de bonnes conditions, c'est vrai, mais tout ça est traçable. Les avantages dans des billets d'avion en première classe, tout ce qu'ils reçoivent, c'est retracé. Retenez ceci, la France est un pays dont les budgets avoisinent les 500 milliards par an, dont le PIB avoisine les 2000 milliards d'euros. Chez nous, le PIB avoisine à peu près à 60 milliards de $. Ils peuvent avoir, on peut payer aux députés français beaucoup plus que ça. Ils ont des avantages, c'est vrai. Eux, ils vont réellement dans des vacances parlementaires. Ils touchent un peu moins que le président de la République. Mais là n'est pas le problème, mais c'est traçable. Mais les députés, eux, reçoivent plutôt les primes pendant les travaux en commission. Oui, mais alors, en dehors de ces travaux en commission, est-ce qu'il y a d'autres primes qu'ils reçoivent? Par exemple, on leur donne combien quand ils vont en vacances? Pour voter le programme de Madame Soumina, ils ont reçu combien? Nous avons suivi tous les révélations. Chacun aurait eu 30 000 $, etc. Personne ne pourra confirmer ce chiffre de 30 000 $. Non, écoutez, en tout cas, ce sont les réalités de notre pays. Tous les Congos savent qu'ils ont reçu ça. Dans l'opacité la plus totale, certainement ça a été pris soit dans les frais spéciaux d'intervention de la présidence, ou les leurs, ou ailleurs. Mais ils ont reçu ça. Ils réclamaient 50 000. Ils ont reçu 30 000. Chacun. On peut toujours dire non, mais ça c'est le problème de l'opacité.
Si c'est opaque, eh bien, on pourra toujours dire, mais donnez la preuve. C'est ça, mais c'est opaque. Mais ils ont reçu. D'aujourd'hui, tout le monde parle de réduction du train de vie. Eux parlent des institutions. Non, nous disons réduction du train de vie de l'État. Vous savez que dans notre budget, la part donc, du budget qui va au salaire, au fonctionnement, c'est presque 80% du budget. Les investissements, ça peut être 20%. Et puis vous voyez qu'on va exécuter peut-être 1 ou 2% pour les investissements. Tout le reste va dans les dépassements budgétaires des autres. C'est ainsi que nous avons à plusieurs reprises rappelé cela pour dire on ne réussira rien si on continue avec ces niveaux fous de l'exécution des dépenses publiques. Alors, on venait de la loi sur la réduction des comptes qui venait d'être présentée par le ministre des Finances au Parlement, où il déplorait lui-même, parce que lui-même a été à 190% des dépassements budgétaires, son ministère. Il déplorait, il dit non, c'est pas possible, trop c'est trop, trop c'est trop. Le ministre des Finances ici, parce que bon, on peut le condamner pour le mal qu'il fait, mais pour ça, on a dit tiens, lui, en plus qu'il est en dépassement budgétaire, lui qui est un enfant chéri du régime, il dit non, trop c'est trop. Et là, nous lui avons donné raison. Donc nous, on ne s'acharne pas sur les députés. Les députés n'est qu'un cas. Mais nous avons toujours dénoncé les dépassements budgétaires. Alors, professeur, le programme d'action du gouvernement a comme soubassement les 6 engagements du président de la République pour ce quinquennat. On va aller rapidement sur les 6, un petit commentaire. Créer plus d'emplois pour absorber les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau du sous-emploi. Et puis, les estimations montrent l'économie devrait créer en moyenne environ 1 500 000 emplois sur la période 2024-2030. C'est possible. Avec quels moyens? D'abord, Eric, l'un des grands péchés de ces programmes, c'est qu'il est un programme, une continuation de tous les autres programmes qu'on a eus depuis Mobutu. Quel est le changement? Et où est-ce qu'on nous démontre que notre grand péché, c'est l'extraversion de notre économie? Et comment on va faire pour sortir de l'extraversion on va développer l'agriculture. Oui, on va développer. Comment? On va développer, faire en sorte que... Il y a déjà le budget 2024 a prévu 920 millions de dollars pour le secteur agricole, environ 12% du budget national. Combien a été réalisé l'année passée? C'était aussi 10%. On a débloqué combien? On n'a pas dépassé 3%. Mais si on fait des coupes sur les autres secteurs, on peut respecter. C'est pour cela que tout est dans la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que quand vous prévoyez 10% du budget, donc 1 milliard, 1 milliard et demi pour l'agriculture, donnez ça à l'agriculture. Ne donnez pas 2% pour récupérer les restes pour que vous puissiez faire vos dépassements budgétaires. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est la rationalité de la dépense reste le grand problème. La gestion des finances publiques reste vraiment le grand problème. Tant qu'on est dans les désordres, dans l'exécution des dépenses publiques, tant qu'on est dans les désordres, dans la corruption qui entoure la mobilisation des recettes, etc., ça ne marchera pas. Pourquoi on va faire, par exemple, une exonération fantaisiste de 700 millions de dollars à Glencore et puis on pense qu'on va créer des emplois? Mais vous allez les créer avec quoi? Lorsque vous faites des exonérations fantaisistes à un géant minier qui n'en a pas besoin, vous lui faites ça, pendant qu'aux États-Unis, on l'a puni pour des faits de détournement commis en RDC pour des amendes qui dépassent le milliard, et vous faites ça ici. Et Glencore a été puni aussi ici. Il est obligé de payer... Combien? 150 millions 150 millions. Mais, entre-temps, il a eu des exonérations de 700 millions. Mais si on est rigoureux dans la gestion, dans l'affectation des fonds au secteur agricole, on pourra arriver à... Si on est rigoureux et que ces projets sont faits selon... Vous avez vu mon livre sur le manuel d'analyse d'évaluation des projets, le manuel financier et économique. Si nous entrons dans cette logique de préparer bien les dossiers, les techniques sont là. Il suffit de former les cadres. On les forme et nous avons des guides qui font que chaque ministère, mine, agriculture, les projets sont d'abord des projets matures, bien préparés, dont nous savons que voilà, la rentabilité financière, ça sera ça, et la rentabilité économique, c'est-à-dire l'impact du projet sur la collectivité nationale, sur les finances publiques, sur la balance de paiement, sur l'emploi, etc., ça sera ça.
Je crois qu'en ce moment, on est bien parti. On est dans une préparation rationnelle des projets, dans leur exécution rationnelle, dans leur suivi rationnel. En ce moment-là, on pourra espérer quand même faire un pas en avant. Alors, professeur, deuxième point, protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais, c'est possible. Il n'y a que la production qui peut nous permettre cela. La production interne. La production intérieure. C'est-à-dire que si nous entrons dans une véritable transformation de notre économie, pour en faire une économie fondée sur nos efforts propres, sur le développement endogène, c'est-à-dire par exemple sur vraiment une volonté réelle de développer l'agriculture, de développer les milieux ruraux. Vous savez, on peut partir des programmes malheureusement qui exécutés de manière bancale de 145 territoires. On dote chaque territoire, n'est-ce pas, d'un plan local, mais qui s'accroche au plan national, malheureusement qui n'est toujours pas là. Ils sont les 145 territoires, chacun, n'est-ce pas, a un plan où, vous savez, tout ce qui est l'activité de prédilection en milieu rural, c'est l'agriculture, où on part de l'agriculture pour compléter les infrastructures qu'on est en train de faire, etc. Mais la base, c'est un programme de développement agricole pour chaque territoire. Si on le fait, qu'on donne les moyens pour y arriver, qu'on surveille la gestion. Vous voyez les 145 territoires aujourd'hui, les problèmes. Beaucoup de marchés ont été passés. Comment? Vous voyez par exemple, le DG de Besoko a refusé un contrôle de l'IGF. Au niveau de la société civile, nous avons réclamé 10% du budget pour l'agriculture. L'année passée, on les a donnés. Cette année, on donne 12%. Mais c'est parce que je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. Sinon, j'allais vérifier où nous en sommes au mois de juin. On a déjà débloqué quel pourcentage de ce budget. Mais l'année passée, ça n'a pas dépassé 3%. Alors si, par exemple, le gouvernement respecte l'allocation du budget d'investissement aux provinces... Il faut donner les moyens qu'on a prévus pour le budget et veiller à leur gestion, sanctionner les marchés de gré à gré et donc toutes ces mauvaises pratiques que nous vivons chez nous. Et ça, en ce moment-là, les moyens sont affectés, bien gérés. On peut sortir de l'ornière. Troisième point, mieux protéger le citoyen congolais afin que la RDC se rapproche de sa vocation pacifique pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Donc là, on parle de la sécurité. Il existe la loi sur la programmation militaire. On ne peut pas parler de la crise de l'Est comme une priorité lorsqu'on a délaissé 7 millions de réfugiés internes dans des conditions vraiment inhumaines. Est-ce que les soldats qui sont là-bas reçoivent assez de moyens? Moi, je dirais ceci. 5 milliards pour l'Est, dont 3 milliards pour gérer la crise humanitaire et 2 pour renforcer la sécurité et l'armée pour que nous puissions venir à bout de cette guerre. Pour faire avoir ces 5 milliards, eh bien, tout le monde doit faire, des sacrifices. On ne peut pas dire que nous allons développer lorsque notre pays est occupé. Et 7 millions de gens errent dans la rue. Il y en a qui sont même dans des coins où on ne peut même pas les joindre pour aller leur donner l'aide humanitaire et personne ne fait un effort pour y aller. Puisque nous disons que nous avons un budget de 16 milliards, puisque nous prétendons que nous aurons un budget de 18 milliards, débloquons, faisons tout pour que 3 milliards soient débloqués pour la crise humanitaire. Et 2 milliards pour renforcer l'armée, nous équiper en drones, des chars de combat. Donc appliquer la loi sur la programmation militaire. Exactement, mais je crois qu'elle est à 1 milliard, je crois. 1 milliard. Non, mais allons-y à 3 milliards. Je parle d'ajouter 2. Oui. Alors, allons plus. On se donne par exemple 2 ans, en disant 2 années exceptionnelles. Nous allons serrer la ceinture, mais nous devons mettre fin à l'occupation de notre pays. Donc nous ne sommes pas capables, l'élite congolaise, de nous sacrifier pour notre population. Mais Papa Etienne est mort, pourquoi? En disant les peuples d'abord. Pourquoi nous ne sommes pas capables d'appliquer ça? Combien on donne réellement, même quand vous dites la loi sur la programmation militaire? 1 milliard, c'est peut-être moins que ça. C'est peut-être... Non, mais ils exécutent combien? Sur les milliards de la loi de programmation militaire. Qu'est-ce qui est exécuté? Vous voyez, quand nous disons 2 milliards, 3 milliards, eh bien c'est exécuté. Bien sûr, on accuse les voyous, je l'appelle aussi comme ça, Kagame. Mais Kagame ne fait que profiter de nos faiblesses. Professeur, construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, c'est possible. Donc aller vers la diversification de l'économie congolaise, c'est possible. C'est possible, comme nous disions tout à l'heure, si par exemple, je vois que la volonté de donner les moyens à l'agriculture est là. Je félicite le gouvernement pour ça. C'est-à-dire les budgets 2024, il y a une volonté de dire 12% vont aller à l'agriculture.
Félicitations. Qu'on ne dise pas que moi je suis toujours pessimiste. Okay. Mais maintenant, il faut réaliser ça. Et c'est ça qui a manqué l'année passée. Donc on peut diversifier l'économie. On peut si la volonté continue. La volonté continue, cette fois, non pas seulement d'avoir prévu presque 1 milliard, mais c'est de dire on va les mettre en œuvre. On va les mettre en œuvre. Chacun des 145 territoires, il aura sa dotation pour aller développer l'agriculture. Vous savez, ils sont allés en Zambie pour aller chercher du maïs. Encore une des interviews que nous avons faites ensemble. J'ai proposé, je dis, allez, prenons dans tout le pays 1 million seulement de familles paysannes. Vous voyez, nous sommes presque 100 millions. Hein. J'ai dit, prenons seulement 1 million. Et donnons seulement 1 hectare à chacun. Dans la première saison, 3 mois, supposons que chacun pourra produire seulement qu'une tonne. Nous serons déjà à 1 million de tonnes. Aujourd'hui, nous avons un déficit de presque 750 000 tonnes. Mais qui croit aux paysans congolais ? Vous pouvez douter de lui, peut-être parce que si vous lui donnez 100 hectares, et encore que moi, je n'en doute pas. S'il est encadré, formé, il peut produire 600 hectares. Hein. Mais donnez-lui seulement un seul. Faisons un essai. Nous n'aurons plus de crise alimentaire dans le secteur de maïs. Et si nous faisons une petite simulation par rapport à ce budget de 920 millions de dollars agriculture, et si on peut arriver à 75 millions de dollars par province, ça peut être quelque chose qui peut booster le secteur agricole. Moi, j'ai connu dans ce pays des programmes de réhabilitation du secteur agricole et rural, le projet Parsar, qui concernait le Kinshasa, Bandundu et le Bas-Congo, puis le projet Pressar qui concernait le Katanga, le 2 Kasaï et Kinshasa, Kananga, Mujimai et le Katanga. Globalement, c'était dans les 50 ou 60 millions de dollars sur 5 ans. Mais avec ces budgets, comme vous dites, ça ne sera pas sur 5 ans. C'est-à-dire, si nous donnons aujourd'hui 100 millions à une province, ça veut dire que dans 5 ans, on aura donné presque un demi-milliard à l'agriculture d'une province. Vous voyez la révolution qu'il y aura dans la production, mais c'est la volonté maintenant. Quand on va commencer à gérer les budgets, n'est-ce pas, on va tomber dans les paiements d'urgence, etc., etc. Et à la fin, vous vous rendez compte que tout l'argent qui était réservé à l'agriculture est allé dans d'autres rubriques, quoi. Il y a le 5e point, c'est assurer plus d'accès aux services de base, l'eau, l'électricité, etc. Ouais. Ça, c'est aussi possible. Mais vous voyez... l'enseignement primaire, secondaire, etc. Vous voyez, c'est une bonne volonté. Mais quand on voit, par exemple, ce qui s'est réalisé avec le projet de forage, ça veut dire que non seulement on refuse à la population d'avoir assez à manger, mais on leur refuse d'avoir ne fût qu'un verre d'eau potable pour détourner l'argent. Vous voyez, les 400 millions de forages. Je vous ramène à la réalité. C'est l'eau. C'est bien de prévoir ça. Nous allons le voir à l'œuvre. On peut par exemple aujourd'hui renforcer la régie des eaux, l'État doit payer ses dettes, il faudrait par exemple que la régie des eaux puisse avoir ses intrants sur place, que le gouvernement puisse promouvoir les projets des micro-centrales à travers le pays pour renforcer l'électricité dans le pays. Ça veut dire qu'il faut améliorer la gestion des entreprises régies des eaux SNEL, qui sont aujourd'hui des entreprises subventionnées, comme vous le savez, par l'État. Vous parlez d'Intra pour l'eau. Oui, c'est le chlore. Hein. Le chlore. Les fonds de roulement de la régie des eaux, les moyens donc dégagés ne permettent pas à la régie des eaux d'acheter elle-même ces Intra. Derrière, il y a aussi un problème de gestion de ces entreprises. Il faut rationaliser vraiment la gestion de ces entreprises, de sorte qu'elles puissent devenir autonomes, que les recettes qui entrent soient capables de faire face aux dépenses. Et parmi ces dépenses, il y a toutes les dépenses d'exploitation. Les entreprises publiques, aujourd'hui, toutes sont une charge, un fardeau pour les finances publiques. Au lieu d'être pourvoyeuses des dividendes à l'État, à la limite, si les Congolais sont incapables de gérer les entreprises, privatisons-les. Moi, je suis un homme de gauche. Mais le problème, c'est le passif. Oui, le passif pose problème, la privatisation. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont un potentiel. Vous voyez. Et donc, un investisseur intelligent peut se dire, non, moi, je vais me jeter à l'eau, par exemple dans la Sénègue, et je sais que dans 2 ou dans 3 ans, je vais remonter la pente. À ce moment-là, des exonérations pour un tel entrepreneur sont justifiées. Parce qu'il reprend une entreprise en difficulté, il doit la remettre à flot, et il y a des taxes qu'on devra faire un effort pour l'exonérer, pour qu'il avance. Ça ne veut pas dire que l'État sera totalement absent. L'État peut avoir 49% et des investisseurs privés 51%. Mais ils auront la direction générale de l'entreprise et donc pourront mieux veiller
à la rentabilité de cette entreprise dans l'intérêt de tout le monde. Le dernier pilier, l'engagement, c'est renforcer l'efficacité des services publics. Ce n'est pas déjà en cours avec ce que fait le vice-premier ministre en charge de la fonction publique C'est pas mal ce qu'il fait, mais il faudra aussi qu'il puisse lutter pour améliorer les salaires de ces gens. Parce que les réformes administratives, oui, on voit qu'il fait des pas en avant. Nous l'encourageons qu'il continue, qu'il puisse aussi y avoir un plan de renforcement de capacité, peut-être sur 5 ans, de tous ces cadres-là, de l'administration. Parce que vous savez, l'administration, c'est la colonne vertébrale de tous les systèmes de développement. Vous voyez en Belgique, par exemple, lorsqu'ils ont des difficultés avec des gouvernements qui traînent à être mis en place, mais la Belgique marche. Elle fonctionne. Pourquoi? L'administration, elle est à la hauteur. Et donc, je pense que les défis restent très, très nombreux pour la réforme de notre administration. Par exemple, la numérisation, n'est-ce pas, reste un défi important. Et nous l'encourageons aussi à dialoguer avec les syndicats. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Florimond Mouteba, le président du conseil d'administration de la dépense publique. Monsieur Florimond Mouteba, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Les denrées alimentaires de première nécessité sont vendues de la manière suivante. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 56 et 63 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg revient à 77 000 francs. Une mesurette ou écolo de maïs revient à 2 000 francs. Une mesurette ou écolo de la semoule est à 3 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 17 500 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg varie entre 17 et 20 000 francs. Une mesurette ou copeaux de haricots varie entre 2 500 et 5 000 francs congolais. Un seau de cossette de manioc coûte 17 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 7 000 francs congolais. Un tas de taros varie entre 2 000 et 5 000 francs. Une chikwang bateke varie entre 1 000 et 2 500 francs congolais. Un carton de poisson malangua coûte 70 000 francs congolais. Celui de mungusu est à 74 000 francs. Un carton de rognon est à 49 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage revient à 72 000 francs. Un poulet varie entre 10 et 15 000 francs congolais, c'est selon le poids. Une rame de chinchard 20 plus est à 73 000 francs et le kilo coûte 8 000 francs congolais. Un carton de gésier coûte 70 000 francs. Le kilo est à 8 000 francs congolais. Un carton de cuisse à bouillir coûte 58 500 francs congolais. Le kilo est à 6 000 francs congolais. Une botte des épinards est à 1 500 francs congolais. Celle d'oseille coûte 1 000 francs. Une botte de feuilles de manioc est vendue à partir de 2 000 francs congolais. Une tomate fruit coûte 500 francs congolais. Un filet d'oignon varie entre 35 et 100 000 francs congolais. Un pain est vendu à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales ou Mapayakoni. Une pastèque varie entre 3 000 et 20 000 francs congolais. Un ananas varie entre 2 000 et 15 000 francs congolais. Une mandarine varie entre 300 et 500 francs congolais. Un tas de bananes varie entre 2 000 et 5 000 francs congolais. Un chou paumé varie entre 2 000 et 5 000 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors professeur, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Première audience à la Cour des comptes, il y a eu des condamnations. Vous êtes satisfait? Un pas en avant. C'est la première fois de notre histoire que des comptables publics sont devant le parquet de la Cour des comptes. Vous voyez, il faut donner beaucoup de moyens à la Cour des comptes. Nous sommes une Cour des comptes où il n'y a que 60 magistrats. L'Afrique du Sud en a 2000. Le président de la République peut se dire il a fait une opération de recrutement de magistrats pour le système judiciaire. Eh bien, on peut se dire, à la fin de son mandat, 5000 magistrats à la Cour des comptes. Le pays est grand. 26 provinces, 100 millions d'habitants. Vous savez que la Chine a 1 million de magistrats à la Cour des comptes. Dossier lampadaire, fourrage, vous avez fait pression pour que le ministre des Finances soit convoqué à la justice. Bon, c'est-à-dire que je pense que ce sont des évidences. Devant un tel dossier, la justice ne pouvait que s'intéresser. Il y a des faits réels, n'est-ce pas, de l'argent qui est sorti, mais qui n'a pas fait le travail. Ce n'est pas un acharnement contre Nicolas Kazadi? Moi, je ne connais pas Kazadi. Est-ce que vous n'avez pas eu l'appui des détracteurs de l'ancien ministre des Finances? Mais qui peut venir nous influencer vraiment? Allez, vous savez, s'il y a une personne qui pouvait peut-être m'influencer, c'est le président de la République, ça n'a jamais marché. Vous avez fait un rapport sur le financement de la crise humanitaire à l'est de la RDC. C'était pourquoi? Comment peut-on rester impassible? Comment peut-on se contenter de leur donner si peu? Une banane pour une année.
pour manger. Ici, il s'agit de la justice distributive. Et donc, je suis très sensible à ça. On attend toujours le rapport de l'ODEP sur l'exécution du budget 2023. Bon, nous avons eu un petit problème avec les COREF. Jusqu'aujourd'hui, ils nous disent toujours, les TDR sont à la Banque mondiale. Nous attendons que la Banque mondiale réagisse et donne un avis de non-objection. Mais nous sommes déjà en juin. Mais si ça continue, nous allons être obligés de prendre nous-mêmes la décision de nous en occuper nous-mêmes. Le ministre d'État à la Justice et l'IGF, ensemble pour traquer les prédateurs. Ouais. Je suis sûr de l'IGF. Globalement, nous pouvons lui faire confiance. Maintenant, s'il y a un ministre de la Justice qui dit « je viens, moi je vais mettre fin à l'impunité », qu'est-ce que nous on peut faire? Applaudir. Mais voir comment ça va se passer. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Florimond Mouteba, le président de l'ODEP, observatoire de la dépense publique. Professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup, Eric. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie, avec Eric Ambago. À très bientôt.